Alors les vidéos petit-déj, en général, je les garde plutôt pour l'espace Patreon où on est pas nombreux et ça permet de dire des choses plus précises. Mais des fois, il y a des trucs qui vous embêtent comme ça. Ah, c'est un bouquin qui est chez Corti. Et bon, Corti, c'est plus la légende que c'était autrefois, mais quand même, ça peine, quoi. Alors, je reçois le bouquin, on me l'avait envoyé. Je commence à le lire, essayer de comprendre les idées, là. Puis, à un moment, je tombe sur cette phrase. Un néo-réaliste comme François Bon. Oh, un néo-réaliste. Alors évidemment, t'as toujours Molière, Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Alors moi je suis néo-réaliste sans le savoir. Et après tu te dis, bon alors évidemment tu te dis, tu vas pas garder là sur tes étagères un livre avec une phrase. Les phrases c'est vivant. Et si on considérait pas que les phrases étaient vivantes et que les livres gardant les phrases vivantes dans leur page étaient des objets vivants, on les mettrait pas sur le mur. Je peux pas garder dans mon espace de travail, c'est un espace de confidence, un espace de confiance. Je me vois pas avoir dans ce qui m'entoure, dans mon espace de travail, un livre qui me dit François Bon est un néo-réaliste. Enfin, c'est comme si sur ta chaise, t'étais assis sur une punaise. T'enlèves la punaise. Bon, bah, le livre, évidemment, poubelle jaune, pauvre. Tu vas pas les mettre dans une boîte à livres de la ville. Un livre qui dit François Bon, un néo-réaliste comme François Bon. Je ne saurais jamais ce qu'il y avait dans la suite du livre. Peut-être qu'il explique un néo-réaliste comme François Bon. Mais ça donne pas envie. Alors, néo, il y avait autrefois les babacools et les néo-hippies et les néo. Alors, t'es néo quoi? Alors, ils disent tous littérature du 21e siècle. Bah, moi, je suis un néo du 20e. Des fois même, je suis plutôt un néo du 16e siècle. Alors, néo, je suis né à Luçon, qui est plutôt une ville basse. Néo, néba, néo, des néo et des bas. Néo et des bas réalistes, comme François Bon. Oui. C'est bizarre d'être néo. Il y avait un type comme ça aussi. Alors là, il vient de ressortir encore un bouquin, celui-là. Il y a 2 ans. Alors, il me citait avec quelques autres. Bon, j'étais en bonne compagnie. Hein. Il disait, ils sont déjà morts et ils le savent pas. Enfin, bon, ça, c'est gentil, mon gars. Tu vois, ouais, celui-là, je me l'étais alpagué, et puis ça risque pas de revenir dans les bons papiers, quoi. En plus, ils sont déjà morts et ils le savent pas. Ce qu'ils citaient, ben justement, c'est ce que tu pouvais faire avant les temps Internet. Mais ça, Internet, ça leur passe plonge. Un néo-réaliste comme François Bon. Alors depuis, ça, tu vois, c'est des trucs de rien du tout, et puis ça t'accroche. Et là, tu es en train de faire ta vaisselle. Je suis néo-réaliste, je fais un néo-réaliste comme François Bon fait sa vaisselle. Ou alors tu reviens à ton bureau, tu prends ta guitare, un néo-réaliste fait son 3 notes de guitare. Ou alors. Et finalement, ça te pollue alors que. Tu as de la hauteur, quoi. Tu t'en fiches, quoi. Ça part, ça vient, ça repart. Le mot réaliste. Alors, réalisme, la peinture réaliste, c'est Courbet, mais j'adore des choses de Courbet. Sa source d'Ornans, ses vagues, ses autoportraits. Puis, j'ai jamais su ce que c'était qu'une peinture réaliste. Prenez Nicolas Roerich, ce grand peintre russe qui vivait à New York et qui a tant inspiré H.P. Lovecraft pour ses At the Mountains of Madness, qui sont pas du tout hallucinés. Roerich, il peint des paysages réinventés de l'Himalaya avec des formes géométriques dans les rochers. Est-ce que Roerich est réaliste? Personne jamais lui a reproché. Mais
ce que tu trouves dans Rorich, c'est justement qu'est-ce qu'il y a de géométrie dans le réel, en quoi traverser le réel et nommer ce qu'il porte d'abstraction dans sa part invisible ou dans sa part dynamique, c'est justement ce qui te le révèle dans son appréhension la plus ordinaire. En ce sens-là, est-ce qu'il y a quelque part une littérature qui échappe au réel? Alors, évidemment, là, ces gens qui écrivent chez Corti, les facs de lettres et tout ça, bon, c'est pour leur carrière, ils font ce qu'ils veulent pour leur carrière. Le gars, en plus, vraiment, je l'aime bien, j'ai toujours considéré comme un copain qui n'a pas inventé la poudre, mais bon, il n'a pas inventé non plus le néo-réalisme. Je suppose que s'il a pris ce mot, c'est que lui, il doit savoir ce que c'est. Un néo-réaliste comme François Bon, puis on va peut-être plus être copains maintenant, mais que ça peut faire. Oh poussière, oh poussière. Moi, par exemple, un philosophe qui m'a considérable, en dehors de Flusser, là, donc je continue la traduction lentement, mais c'est quelque chose de salutaire. Tu comprends? C'est ce qui te protège. C'est ce qui te protège là, mais ce qui te protège de la poussière. Un néo-réaliste comme François Bon, Flusser m'en protège. Moi, c'est Gilbert Simondon, un livre qui s'appelle Imagination et invention. C'est-à-dire, lui, simplement, il pose ça dans une dynamique. Il y a les perceptions, il a beaucoup travaillé aussi. Et la lecture est une perception. La lecture est une perception éminemment complexe. Il faut travailler là-dessus, en particulier avec tout ce qu'on a d'instruments numériques. Et puis, comment mentalement se recompose une confrontation au préacquis. C'est pour ça que les apprentissages, c'est très important, qui permet de reconstituer un processus, alors que ce soit l'image du réel, là, le bloc rouge de l'usine SKF, là, les cheminées un peu géantes marchant dans le brouillard de la carrosserie industrielle, le château d'eau que vous ne voyez pas, qui est un petit peu trop sur le côté, là, à l'arrière. Toutes ces perceptions, comment tu les recomposes pour les identifier? Tu vois pas une tache rouge, tu vois un parallélépipède rouge dont je sais qu'il est une chaufferie par biomasse pour l'usine SKF. Donc tu déchiffres tes signes, tu les reconstitues dans un contexte, dans un ensemble, pas forcément de signes. Est-ce que je vois marqué SKF? Ah oui, tiens, je vois un petit peu sur la tranche, mais c'est parce que je sais qu'il y a SKF. Donc, il y a cette confrontation au préacquis, et puis, une fabrique de sens qui devient sens parce que tu l'as réaimé. Tu l'as réaimé quand tu agis, quand tu écris et que tu racontes, et que tu reconfrontes ce que tu aimais à la réalité parce que tu la traverses. Parce que et ce processus-là de Simondon, ce qui est fascinant, c'est que, par exemple, l'écriture documentaire ou l'écriture de fiction ou la question même de l'imaginaire. Qu'est-ce que c'est dans ce cas-là l'imaginaire? C'est ou tout simplement, justement, littérature réaliste. Tu produis un ensemble de discours qui refabrique à l'envers de la représentation. C'est-à-dire, toi, tu pars de ce que tu as constitué de représentation, non pas qui existe d'après le réel, mais que tu, par la confrontation de tes perceptions à des préacquis, et ce que l'un met en cause de l'autre, et puis tu le réémets sous forme de représentation pour que l'autre la réinterprète. Un autre la réinterprète depuis une image peinte, filmée, photographique, ou depuis un ensemble de phrases qui s'appelle roman, qui s'appelle récit, qui s'appelle imaginaire, c'est H.P. Lovecraft, ou quelque chose de j'ai fait ceci ce matin, et c'est le carnet de notes de Pierre Bergogneau. Je prends ça parce que les deux se ressemblent physiquement, puis qu'hier j'avais commencé à travailler par Lovecraft, puis finalement on s'est mis à s'envoyer des mails avec Bergou. Oh, on peut parler là, de toute façon il n'y est même pas lui dans le bouquin. Il est encore plus trop néo de tout que
qu'un néo-réaliste comme François Bon. Donc, vous comprenez, avec ce système de Gilbert Simondon, qu'est-ce qu'il y a de mieux, avec quoi on travaille d'autre que le réel? J'ingère ce café. J'aimais un discours sur la question du néo-réalisme. J'ai encore touché à rien, mais est-ce que ça me gêne le réel? C'est-à-dire, qu'est-ce que seraient des auteurs qui ne sont pas néo-réalistes? Un néo-réaliste comme François Bon. Où est-ce qu'ils prennent leur truc? Alors, ils travaillent avec des mots. Un nom, machin fait ceci. Marquise sortie à 5 heures. Bon, personne n'ose plus utiliser cette phrase-là, mais 80% des bouquins, là, qui étaient cités dans le Corti, Madame Intel, fière de déclarer, je crois que si j'ai changé cela à la littérature, bon, déjà, j'étais un peu de mauvais poil avec tout ça, mais un néo-réaliste comme François Bon, mais je leur laisse le non-réalisme. Après, c'est ce que t'en fais. Est-ce que H.P. Lovecraft est réaliste? Est-ce que Marcel Proust est réaliste? Ben, au plus haut point. Qu'est-ce qui est fabuleux chez Proust? La dissolution du réel. Je prends le réel, il se dissout. Dans le moment où j'essaye de comprendre cette dissolution, et ça lui revient tout le temps, c'est dans la cour de Guermantes, tout à la fin, cette espèce d'acmé qui prend la recherche. Je pense que le gars, là, il a oublié la recherche depuis si longtemps. Ou bien dans la visite de l'atelier d'Elstir, l'estran, il parle des estrans de Manet ou de Monet, je ne sais même plus, l'un ou l'autre, les deux sont là toujours, mais évidemment, l'estran de Monet. Et puis, c'est quoi? Ça veut dire que Monet travaille sur une frange où on ne sait pas si on est déjà l'eau ou encore le sable ou un intermédiaire entre les deux. Et c'est cette dissolution qui fait que ça vous apporte la toile comme présence et que vous réfléchissez évidemment, ou la mort de Bergotte devant le petit pan de mur jaune, etc. etc. Donc le réel en tant que dissolution, est-ce que ça l'éloigne ou est-ce que ça l'approche? Ben non, c'est précisément... Autrefois, nous, dans les salles de classe, sur les armoires, mais c'était encore en terminale. Moi, je suis monsieur, oui, néo-réaliste, je suis d'un autre siècle, je suis néo-siècle. J'ai passé mon bac en 1970 au lycée Camille Guérin à Poitiers. On avait des armoires, et sur les armoires, des atomes en physique. Et dans ces atomes, c'était des petits noyaux, des boules bleues, des boules rouges. Et puis comment un neutron et un proton, ça pouvait coexister ensemble. On n'entrait pas trop dans ces choses-là. Hein. Et puis tu avais des baguettes de bois blanc, puis autour tu avais des toutes petites boules qui étaient des électrons à des distances, etc. etc. Ben non, aujourd'hui on le sait, matière ou non-matière, c'est une équivalence statistique. Les électrons, est-ce que c'est vraiment des particules? Non, c'est un brouillard avec probabilité statistique d'existence. Et la question des protons-neutrons, comment des forces contraires peuvent coexister dans un noyau? Ben justement parce qu'ils échangent tout le temps. Et puis la théorie des cordes, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est une projection? Comme prenez Copernic. Comment il commence Copernic? Voici, il écrit en latin, voici une fiction destinée à produire des calculs plus exacts à l'attention des navigateurs. Je prends une hypothèse. Je prends l'hypothèse que c'est le Soleil qui est fixe et que la Terre tourne autour. Et puis Tycho Brahe et les autres, ils disent, mais eux, ils travaillent avec le système de Ptolémée. Tu as la Terre, tu as des cercles et les astres qui sont des cercles tournant autour des cercles. Et la description mathématique de l'univers de Tycho Brahe est beaucoup plus exacte que celle de Copernic. C'est celui qui va venir après, c'est Kepler. Il faudrait 80 ans après Copernic pour arriver à Kepler. Et Kepler, il dit, reprenons l'hypothèse de Copernic, mais remplaçons les cercles, la perfection du cercle, par des ellipses. L'ellipse est-elle moins parfaite? Ben non, et à ce moment-là, c'est plus une fiction, Copernic. Ben, c'est pour la théorie littéraire. Je crois qu'on en est encore là, quoi. Et Tycho Brahe, je le mets très haut, mais bon, les petits Tycho Brahe assis sur leur strapontin d'aujourd'hui, François Bon est un néo-réaliste. Non, pardon, je déforme.
un néo-réaliste comme François Bon, la catégorie générale des néo-réalistes. Et il dit même pas qui sont avec moi les autres néo-réalistes. C'est bizarre, le monde, quand même. Alors, moi, je crois que justement, qu'est-ce qu'on cherche en littérature? Est-ce que c'est toi qui compte? Non, c'est ce qui traverse toi. C'est ce qui traverse toi venant du dos. C'est se prendre toi depuis ce qui traverse, parce que précisément, toi en tant que réalité organique, en tant que histoire sédimentée, et puis histoire racornie, ridée, du vieux cuir épais, ah ouais, mais c'est avec ça que tu travailles, mais au moins tu as une matérialité concrète, c'est plutôt ça, moi, mes mots. Et tu les mets tu t'en sers comme expérience, tu les mets en débord, tu les mets en bascule, tu les mets là où justement il n'y a pas d'expérience pacifiée du réel. Quelque part, ce bloc rouge de la chaufferie biomasse de SKF Saint-Cyr-sur-Loire est une réalité sereine. Mais pour le reste, malaise. Pour le reste, bascule. Pour le reste, précarité. Alors, appel au mot. Et l'étonnement où on est, c'est que appeler au mot signifie encore. Et c'est Artaud le premier. Artaud, le chef de file des néo-réalistes. Avec dans un morceau de soi-même. Non, avec dans un coin de soi-même des morceaux de réel, des choses comme ça. Il emploie le mot réel, Antonin Artaud. Alors, on est là, et il y a ce mystère que là, on en appelle encore au langage. Alors, ça ferait quoi, sa phrase? Un appelant encore au langage contre le malaise, nous empêchant de jouir de la sérénité parfaite du réel. Ah bah ouais, évidemment, ça marche pas, quoi. Alors les universitaires, ça devrait être ça leur taf, mais bon, après tout, c'est mieux que nous on fasse nos livres, quoi. Ouais, c'est ce que je vais aller faire. Un néo-réaliste comme François Bon, mais ouais, mais remplace par ces mots de présence, de matière. Qu'est-ce que c'est le réel? Le réel, là je suis un camion blanc qui passe. Le réel existe-t-il sinon qu'on le nomme? Peut-être même le camion va passer dans l'angle là de l'image. Non, parce que pour éviter les contre-jours, j'ai mis un focal à 2,2. Les artistes de la parole sous focale courte, je sais pas, je suis très perdu. Mais qu'est-ce qu'on aimerait? Un peu de sérénité intérieure, quoi. C'est des petits coups d'épingle. Un néo-réaliste comprend. Enfin, franchement, si tu publies chez Cortic, si tu vas t'emmerder d'une phrase comme ça, si t'emmerdent les néo-réalistes, laisse-les tomber. Nous, ça va bien. On a Simondon. Est-ce qu'on peut écrire hors du réel, contre le réel, sinon à révéler le réel, ou à révéler la part qui nous échappe du réel? C'est ce qui rejoint Marcel Proust, Franz Kafka, H.P. Lovecraft. Oh, je rabâche. Oui, un néo-rabâchant comme François Bon. Ah, ça m'aurait déjà plus plu qu'on soit dans le rabâche. Ce qui m'a gêné là, c'est un néo. Enfin, ouais, c'est la phrase d'Adorno, quoi. Dès que tu vois un isme, elle est morte la pensée. Je vais pas laisser refroidir mon café avec tout ça. Vive le néo-réalisme. Et si néo-réalisme est mort, nous autres existerons encore.